Bonjour, Halfdan Reckersson pour une nouvelle vidéo des initiations aux runes. Aujourd'hui, vous serez peut-être étonné, on va parler du folklore. Alors, comme toujours, il faut définir ces termes. De quoi parle-t-on? D'après le Petit Robert, le nom daterait de 1848, c'est un mot anglais, qui signifie la science du peuple. La science, c'est le lore, et folk, évidemment, c'est le peuple. Définition, ensemble des traditions, usages et de l'art populaire d'un pays. Un autre sens donné par le même dictionnaire, c'est un aspect pittoresque, mais sans importance ou sans signification profonde. C'est quand même une très grosse erreur de considérer le folklore comme ça. Surtout qu'il faut savoir que quand je parle de folklore, je ne parle pas de folklore en un seul mot, je parle de folk-lore, deux mots. C'est une convention qu'on utilise justement pour distinguer les deux notions. Là, on parle vraiment de la sagesse populaire d'un peuple, d'un pays, telle que définie au départ par les savants anglais du 19e siècle. Parce que, en parlant de folklore, naturellement, nous allons parler, ça va être le cœur de notre sujet, des contes de la tradition européenne, nord-européenne principalement. Mais dans le folklore, il n'y a pas que ça. Et c'est contenu également dans les contes. Quand on sait lire, quand on a les clés de lecture des contes, le folklore, c'est aussi la connaissance intime de son pays. Intéressez-vous notamment à l'étymologie du mot paysan. Paysan, pays, paganus. Voilà, ça vient de là, du latin paganus. Le paysan, c'est celui qui vénère les dieux de son pays, qui vit avec le pays, par le pays. Et en fait, dans le lore populaire, dans le folklore, on a tout ça. On a la connaissance intime du pays, on a la connaissance de la croissance des plantes, on a la connaissance des animaux sauvages et domestiques, on a des connaissances astronomiques. Dans cet épisode, on va beaucoup parler donc de contes. Vous allez découvrir que on a avec ces contes une part importante et vitale de notre tradition religieuse. Dans les contes, on trouve des valkyries, on trouve des nains, on trouve des géants, on trouve des héros très importants. On a aussi parfois des interventions odiniques, par exemple dans Jack et le haricot magique, ceux qui ont lu le livre savent de quoi je parle. On a également, c'est très intéressant pour les cultes, on a des traces de rites odinique, et on a aussi, comme je le disais, des couches d'interprétation diverses et variées. Par exemple, le petit chaperon rouge. Tout le monde connaît l'histoire. On peut y voir une interprétation classique, par exemple, c'est un conte que les femmes racontaient aux enfants, qui servait de base pour expliquer aux jeunes filles, ou même aux jeunes garçons d'ailleurs, le danger de ce que une vieille femme que j'ai connue et qui a fait une partie de mon éducation appelait les loups à deux pattes. En fait, il s'agit d'utiliser ce conte pour expliquer le danger des prédateurs sexuels. C'est une interprétation du conte, mais également, on peut voir une version cosmogonique. Quand dans la Gylfaginning, chapitre 12, on nous explique que le soleil est placé dans le ciel et qu'il est poursuivi par un loup, quand on sait que le petit chaperon est rouge et que le rouge est le symbole de l'aurore, donc du soleil triomphant, on peut voir donc dans ce conte une version dévaluée de ce mythe cosmogonique que l'on retrouve dans la Gylfaginning, donc dans la création du monde par les dieux. Pour rentrer un peu plus en détail, par exemple, le petit chaperon rouge, dans toutes les versions qu'on connaît, je crois qu'on a 7 ou 8 versions différentes du conte du petit chaperon rouge, dans toutes ces versions, le petit chaperon rouge porte dans un panier fermé une galette ou un pain rond. La galette représente le soleil, et effectivement, c'est bel et bien l'aurore qui apporte le soleil au monde, comme c'est expliqué dans un chapitre consacré, encore une fois, on y revient. Ne croyez pas que je fais ça uniquement pour des raisons commerciales, mais c'est l'un des rares ouvrages, je pense le seul en français, qui utilise les contes pour expliquer en profondeur des détails théologiques sur notre religion. Donc voilà, pour ça, effectivement, ce livre est un complément fort utile pour cette vidéo. Évidemment, ce cycle de vidéos s'appelle Initiation aux runes, et vous allez me dire, les contes et les runes, même si on reste effectivement dans la même tradition, dans la même religion, on peut en être loin. Eh bien, détrompez-vous. On trouve aussi, parfois, des traces de runes dans les contes traditionnels. Prenez par exemple Jack et le haricot magique. Vous avez certainement vu des versions cinématographiques. Il faut tout simplement les oublier parce que évidemment l'industrie du divertissement les torture plus que de raison. Alors il faut savoir que Jack et le haricot magique est une version d'un conte, en vérité d'un mythe, puisqu'on a vu que les contes très souvent sont des mythes religieux dévalués, qui ont perdu leur sens avec le temps, notamment du fait de la christianisation. Jack et le haricot magique est un conte qui vraisemblablement a plus de 5000 ans d'existence. C'est-à-dire que l'origine de ce conte remonte à un mythe qui a au moins 5000 ans, c'est-à-dire qu'on est vraiment au tout début de l'histoire des Indo-Européens. Et dans ce conte, on trouve effectivement
un exemple de l'usage d'un galdre. Alors un galdre, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la vocalisation à but magique d'une rune ou de plusieurs runes. Vous connaissez l'histoire. En gros, vous savez que Jack a fait pousser un haricot qui est géant dans son jardin et qu'en grimpant sur cette tige de haricot, il arrive au pays des géants, dans le ciel, qu'il rencontre là une géante qui le cache parce qu'elle sait que son mari, s'il le voit là, va prendre Jack et le dévorer. Les géants, très souvent, adorent manger les humains. Et donc, Jack se cache dans la maison. Arrive le géant, et là, le géant sent tout de suite qu'il y a un problème, et il déclare « Fi, fai, fo, fum ». Je sens le sang d'un Anglais, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, je moudrai ses os pour faire mon pain. Ça ne rime pas beaucoup en français, la version anglaise c'est « Fi, fai, fo, fum, I smell the blood of an Englishman, be alive or be he dead, I have his bone to grind my bread ». Ça sonne mieux. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce fi, fai, fo, fum. Il s'agit d'un galdre, je vous le disais, qui utilise la rune Féu. Ce galdre n'est pas unique dans la tradition notamment anglaise. Il y a des versions qui sont beaucoup plus vieilles. Par exemple, dans Shakespeare en 1605 utilise la formule fai, fo and fum dans Le Roi Lear. On est en 1605. Ce qui veut dire que des auteurs avaient connaissance non seulement peut-être pas forcément du conte Jack et le haricot magique, mais cette formule apparemment était utilisée de manière courante dans le langage populaire anglais, et là on est quand même à la Renaissance, pour exprimer, là il faut voir dans le contexte du Roi Lear, là il y a plusieurs théories qui s'opposent. Pour moi, cette formule-là intervient toujours quand il y a une question de richesse, et effectivement, tout à fait en adéquation avec la symbolique de la rune Féu. Comme quoi, vous voyez que dans les contes traditionnels de l'Europe du Nord, là on est en Angleterre, mais parfois dans Grimm, dans Perrault, dans Andersen, on trouve des traces d'usage de magie runique. Et c'est pour ça aussi que je vous en parle dans cette vidéo. Ici, on est dans un conte anglais qui a été mis par écrit, un conte populaire, paysan anglais qui a été mis par écrit. La version que j'ai utilisée date de 1890 d'un monsieur qui s'appelle Joseph Jacobs. On a des versions plus anciennes, 1807, Benjamin Tabart, etc., qui lui malheureusement avait modifié le conte pour le rendre un peu plus acceptable pour la société victorienne de son temps. Et modifier des contes est une grave erreur. Il faut, à chaque fois qu'on veut étudier les contes dans le contexte qui nous intéresse, il faut prendre les versions les plus pures, entre guillemets, les plus anciennes, les moins modifiées. Et c'est pas toujours facile, parce que les gens qui ont recueilli ces contes-là, Perrault, Grimm a fait beaucoup d'efforts, Arnason en Islande, également les contes d'Andersen en Suède, etc. On a beaucoup de gens qui ont récolté cette tradition populaire qui ne se transmettait auparavant que par oral. Ça a été mis par écrit, parfois de manière assez rigoureuse, mais pas toujours. On sait que par exemple les frères Grimm ont parfois pris des libertés avec certains contes. Toujours est-il que les versions évidemment les plus pures sont celles qui nous intéressent le plus, puisqu'elles sont les plus proches de la tradition orale, qui, bien qu'elle fasse état d'une version dévaluée, reste quand même relativement pure. Un autre exemple extrêmement intéressant qui démontre que nos contes traditionnels sont des mythes dévalués, c'est une des interprétations de Blanche-Neige. Tout le monde connaît l'histoire, et de La Belle au bois dormant, encore une fois. J'en donne déjà des interprétations de ce dernier conte, La Belle au bois dormant, dans ce livre-là. Là, je vais vous en donner encore une autre. C'est encore à chaque fois, on parle de couches de lore différentes. Un conte peut raconter plusieurs histoires à la fois. C'est quelque chose qui est assez stupéfiant. Je voudrais maintenant vous montrer comment on peut interpréter un conte. En l'occurrence, on va en prendre deux. On va prendre le célèbre Blanche-Neige et parallèlement La Belle au bois dormant. Alors, ces deux contes peuvent être notamment interprétés comme des dévaluations d'un récit que vous devriez tous connaître. C'est l'histoire de Siegfried, le tueur de Fafnir, etc. En l'occurrence, l'épisode qui nous intéresse concerne la Valkyrie Sigdrifa. Les contes que je viens de citer, Blanche-Neige et La Belle au bois dormant, peuvent être considérés comme des versions dévaluées de l'histoire de la Valkyrie Sigdrifa. Donc on sait que c'est une Valkyrie, elle est fille d'Odin, et dans une histoire qui n'est pas racontée, on sait que Sigdrifa désobéit à Odin. Par la suite, Odin, qui n'est pas du genre à rigoler, il utilise une épine de sommeil, on y reviendra là-dessus, pour l'endormir. Et non seulement Sigdrifa s'endort, mais la malédiction veut qu'il faudra qu'elle attende longtemps avant qu'un héros franchisse un mur de feu que Odin utilise pour encercler Sigdrifa, pour encercler sa couche, et que ce prince la réveille
et Sigdrifa, devenue mortelle, sera contrainte de l'épouser. Nous avons là donc une trame narrative en 4 parties. Donc Sigdrifa désobéit à Odin, Odin l'endort, on attend donc que Sigurd franchisse le mur de feu, et effectivement il réveille la Valkyrie, c'est le thème du Sigdrifumal dont je parle dans une vidéo de cette même chaîne, et finit par l'épouser. Dans Blanche-Neige, on a la même trame narrative. Quand Sigdrifa désobéit à Odin, il se trouve que Blanche-Neige désobéit aux nains qui l'ont hébergée, ils lui ont interdit d'ouvrir leurs portes et de parler à qui que ce soit. Et effectivement, la vilaine sorcière trouve Blanche-Neige et finit par la convaincre de manger la pomme, ce qui provoque son endormissement. Petit détail, les nains dans Blanche-Neige sont une version tout aussi dévaluée des nains que l'on rencontre dans le cycle de la Volsunga Saga, dans le cycle de Siegfried. Il y a notamment Regin et Fafnir qui se transforment en dragon. Ces nains se retrouvent aussi dans Blanche-Neige. Dans La Belle au Bois dormant, nous avons le même épisode. On sait qu'elle ne doit surtout pas toucher un fuseau. Le roi avait interdit à quiconque de posséder un fuseau. Donc le roi en l'occurrence joue le rôle d'Odin bien sûr. La Belle au Bois dormant, malgré tout, pour accomplir la malédiction, trouve un fuseau, elle le touche, elle est piquée, ce qui rappelle l'épine de sommeil qu'utilise Odin pour endormir Sigdrifa, et elle s'endort aussi. Par la suite, dans La Belle au Bois dormant, le prince, ça n'est pas explicité dans le récit, mais effectivement il pénètre dans la forêt pour découvrir la Belle endormie. Chez Blanche-Neige, c'est plus explicite, le prince traverse une forêt sauvage qui est réputée infranchissable, aussi infranchissable d'ailleurs que le mur de feu que Sigurd, parce que c'est un héros, franchit quand même. Et évidemment, dans les deux cas, il réveille leur belle endormie, Blanche-Neige d'un côté, la Belle de l'autre, et tout ça finit par des épousailles. Donc vous voyez, dans deux contes, Blanche-Neige et La Belle au Bois dormant, nous avons exactement la même trame narrative que l'on a dans l'histoire de Sigdrifa, la Valkyrie. On a tout d'abord une transgression, la punition d'Odin ou du roi, on a les épreuves du héros et enfin le mariage. Donc nous avons là une clé d'interprétation de deux contes. Et vous comprenez maintenant comment on peut interpréter nos contes traditionnels et vous avez une idée aussi de la richesse qu'il cache, et il suffit d'avoir les clés de lecture pour la découvrir. Donc vous voyez que les contes traditionnels sont beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressants qu'on pourrait le croire a priori. Ça n'est pas simplement des histoires dont on se sert pour émerveiller les enfants ou les faire dormir, ça n'est pas des histoires de vieilles femmes, c'est beaucoup plus riche et ça fait, surtout c'est important de savoir, ça fait partie intégrante de notre culture, de notre patrimoine et de notre religion. On trouve énormément d'éléments qui sont comment dire, un héritage et qui découle directement de la tradition Azathoul-ancienne. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de lire et de connaître les contes de Grimm dans des versions dans les versions les plus originales. Il est évident, vous aurez compris, que toutes les versions que vous pouvez trouver au cinéma Hollywood, qui sont issues d'une industrie du divertissement, ils sont là pour divertir, ils ne sont pas là pour donner du sens, ils ne sont pas là pour expliquer les lores, ils sont là pour faire diversion justement, ils sont là pour nous en éloigner, au contraire. Toutes les versions au cinéma sont littéralement à jeter à la poubelle. Ça peut être divertissant à voir un soir quand on n'a rien d'autre à faire, mais en ce qui concerne notre tradition, il n'y a aucune version cinéma de ces contes-là, de Blanche-Neige, de Disney, etc., qui ne vaut le coup pour nous. Donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir plus avant un pan de notre tradition et de notre culture. Là-dessus, eh bien, vous connaissez la procédure. Likez, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Abonnez-vous, enfin tout ça, prenez des initiatives. N'oubliez pas que nous allons organiser aussi une foire aux questions. Donc c'est le moment. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir et à une prochaine.